C'est parti. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Alors, merci déjà de vous être levés aussitôt pour être présents dans cette quatrième matinale de la prospective que portent conjointement le CEREMA et la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui est une société savante qui existe depuis 220 ans et qui nous accueille dans ce magnifique immeuble de la place Saint-Germain-des-Prés au cœur de Paris. Alors, je voudrais aussi en profiter pour saluer le soutien constant de Région Magazine qui est partenaire de cette rencontre et je voudrais aussi saluer parce que le public qui est devant son écran d'ordinateur chez lui, peut-être en train de manger des viennoiseries, et qui est très nombreux, ce public, puisque nous avons en moyenne 300 personnes qui sont en train de visionner en direct. Et si on prend ensuite ceux qui regardent nos émissions sur YouTube, eh bien, ce sont à peu près plus de 600 personnes qui voient chacune de nos rencontres de la prospective. Donc, j'en profite d'ailleurs pour annoncer que la 5e rencontre prospective se déroulera le 9 juillet prochain et aura pour thème l'apport de l'intelligence artificielle générative dans l'aménagement des territoires face à l'urgence climatique. Alors, je voudrais quand même aussi, j'en profite, saluer le soutien constant de Stéphanie Descamps, qui porte ici l'engagement de la Société d'encouragement sur ces matinales, et surtout Dorien Zourio qui, sans lui, eh bien, cette belle mécanique s'enrayerait très très certainement. Cela étant dit, je vous propose d'attaquer sans attendre le cœur de notre matinale. Nous allons débattre ce matin de la question suivante. Alors, il y a un double, je crois que c'est l'ordinateur derrière où il y a le retour son. Comment gérer les conflits d'usage de l'eau liés au stress hydrique et aux menaces d'inondation dans une France à plus 4 degrés en 2100. Alors, sujet qui est absolument majeur pour notre devenir, car nous n'aurons pas d'autre choix que de s'adapter au bouleversement du grand cycle de l'eau qui se manifeste d'ores et déjà par la multiplication de stress hydrique, de pluies catastrophiques et la montée lente mais constante du niveau marin, phénomène nouveau dans leur ampleur en fait, présente et surtout à venir, qui n'ont pas été pensés car jamais vécus avec une telle soudaineté, intensité et parfois violence. Mais laissez-moi vous présenter tout de suite les intervenants de notre matinale par ordre alphabétique. Donc, je vais commencer par Sébastien Dupré, directeur risque eau maritime au CEREMA, mon collègue. Jean-Baptiste Guesquin, on prononce le S ? Guesquin, pardon, directeur du programme Territoire d'industrie à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Alors, nous aurons le témoignage tout de suite après d'Emma Aziza, hydrogéologue et présidente fondatrice de Mayenne Resilience Center, qui va introduire cette matinale à travers une interview enregistrée, car elle n'avait pas la possibilité d'être avec nous ce jour. Et nous aurons en duplex Bénédicte Perrol, directrice de la soutenabilité des affaires publiques de la SOR et ancienne députée de l'Allier et membre de la commission des finances qui sera donc en duplex. Et enfin, je terminerai par Géraldine Rollin, directrice investissement eau de la Banque des Territoires. Et donc, encore une fois, merci à eux de s'être aussi levés très très tôt pour certains, pour être ici avec nous pour débattre. Alors, la thématique de la table ronde de ce jour constitue à mes yeux vraiment le principal défi auquel notre pays est confronté et sera confronté à l'avenir, celui des stress hydriques d'une part et des inondations et des submersions marines d'autre part. Les stress hydriques étant pour moi la principale inquiétude à avoir, et elle doit nous mobiliser sans attendre, comme le préciseront très probablement nos invités. Comme j'ai coutume de le dire, la guerre de l'Ukraine nous a appris que lorsqu'il y a de fortes tensions sur l'énergie, notamment du fait du refus européen d'acheter du gaz et du pétrole russe, eh bien on a bien vu qu'il y a des solutions pour s'approvisionner en énergie, à travers le gaz liquéfié américain par exemple, mais aussi les interconnexions électriques.
Mais concernant les questions d'eau, on est sur totalement quelque chose de différent, car les pénuries d'eau qui s'annoncent eh bien, ne permettront pas des transferts d'eau aussi faciles que ce que l'on peut faire sur l'énergie. Parce que je rappelle toujours qu'un mètre cube d'eau, ça pèse une tonne. Et donc, déplacer des quantités astronomiques d'eau pour répondre à tous les besoins des territoires, que ce soit les besoins industriels, agricoles, ménagers et les besoins du milieu naturel, eh bien, ce sont des travaux titanesques qui coûtent des fortunes et qui prennent un temps très long. Et donc, on voit bien que la question de l'eau est bien plus importante que la question énergétique, qui d'ailleurs est liée, puisque si je pense notamment aux centrales nucléaires sur le Rhône, eh bien, ces centrales sont elles-mêmes très dépendantes du niveau d'eau de ce fleuve. Bien, on évoquera aussi, je pense avec Sébastien, les questions des submersions marines, qui est un autre sujet très important et qui devrait impacter 20% du littoral français dans les décennies et les siècles à venir, mais pas que ce littoral. Mais sans plus attendre, eh bien, je propose que nous écoutions Emma Ziza, qui va, je pense, parfaitement planter les bases des enjeux à venir. Je pense que ça inspirera très largement nos 4 intervenants ici présents. On peut lancer la vidéo. Où en sommes-nous en matière de réchauffement climatique en France actuellement? Déjà, le premier trimestre 2025 a été le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire de France. On a vraiment ce sentiment que ces constats se répètent mois par mois, année par année, depuis à peu près le début des années 2000. Mais c'est vraiment à partir de 2017 qu'on a vu une bascule tangible sur nos territoires, avec des alternances de sécheresse que l'on n'avait jamais connues jusque-là, qui prennent de nouvelles formes, de nouvelles signatures. Par exemple, on s'est retrouvé en 2017 avec 10 mois consécutifs quasiment sans une goutte de pluie sur certains territoires, et on a basculé sur du trop d'eau dès 2018, que ce soit durant l'hiver ou au printemps. Et malgré tout, avec 3 semaines de canicule au mois de juillet, on a rebasculé dans un état de sécheresse pire que précédemment. Donc, ce qui est assez nouveau en France, c'est qu'avant, on avait le temps de voir venir en matière de risque de sécheresse. On savait que si nous avions un déficit de pluviométrie durant la phase hivernale et notamment au printemps, on pouvait s'attendre peu à peu à voir la sécheresse se mettre en place. Aujourd'hui, on a ce que l'on appelle des sécheresses éclairs, c'est-à-dire des moments de bascule qui peuvent mettre seulement 15 jours pour passer d'un état à l'autre. Et si on prend la situation actuelle, on voit très bien qu'on a eu un hiver très pluvieux. On a l'impression qu'il pleut depuis 1 an et demi sur la France. Et pour autant, quand on regarde l'état actuel des choses, les nappes commencent à être en souffrance, l'état des sols également dans une grande partie nord de la France et notamment dans le Grand Est. Donc, ce n'est pas parce qu'on a eu un passé assez serein en matière de pluie qu'on est finalement tranquille pour les mois à venir. Ça, c'est pour la question des sécheresses. Pour la question des inondations, ce que l'on note principalement, c'est qu'elles changent de forme. Dans une atmosphère plus chaude, on a une capacité supplémentaire d'accueillir de l'humidité, et donc cette vapeur d'eau va à un moment donné se retranscrire en pluviométrie plus intense, plus puissante. Donc on voit qu'on a des signatures de pluie qui changent, et donc l'intensité de ces pluies est telle que on n'a plus le temps de laisser à la pluie de se transformer pour rejoindre son bassin versant. On a de plus en plus de phénomènes de ruissellement, et les chiffres rassureurs sont assez éloquents. Plus de 50% des personnes qui ont été inondées ces 5 dernières années en France l'ont été en dehors de zones inondables. Et donc, bien entendu, ça ne signifie pas qu'on a mal calibré nos zones inondables, parce qu'on est plutôt excellent en la matière à l'échelle mondiale. On a même 20 ans d'avance sur de nombreux pays dans les méthodologies que l'on utilise. C'est simplement que la pluie se transforme, que les sols sont de moins en moins capables d'accueillir également cette eau, parce qu'ils vivent eux-mêmes des états de sécheresse prolongés. Et donc, cette alternance les rend assez pauvres pour pouvoir accueillir cette pluie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est bien sûr tous dépendants
à la ressource en eau, c'est dit et redit, mais on est en train de comprendre sous quelle forme. C'est-à-dire que, bien sûr, que la plupart de nos forces énergétiques, que ce soit le nucléaire ou les barrages hydroélectriques, sont dépendants de nos cours d'eau. Et on a vu en 2022 l'autorité de sûreté nucléaire mettre à l'arrêt des centrales faute d'un débit suffisant. On se rappelle également du lac de Serponçon qui avait perdu 17 mètres de hauteur et qui en réalité cache derrière une activité d'hydroélectricité, donc de fourniture d'énergie, alors que ce même lac fournit aussi à l'aval des agriculteurs, mais également de l'adduction en eau potable. Donc on voit qu'il y a un conflit de différents usages de la ressource qui est en train actuellement de se resserrer, un peu comme une peau de chagrin qui est en train de se réduire. Et donc on a des tensions qui se positionnent tout autour parce que cette même ressource sert différentes formes d'économie. Et donc on a une économie qui est d'ordre industriel, agricole, mais d'ordre aussi sociétal, social. Est-ce qu'on est capable de fournir de l'eau en quantité disponible et en qualité, puisque si on perd la quantité, on va avoir une augmentation potentielle des risques de polluants, donc sur l'effet de la qualité. Et c'est tous ces enjeux qui se jouent aujourd'hui et qui nous montrent une France qui est en train d'évoluer vers un niveau de fragilité pour laquelle elle n'était absolument pas prête. L'exemple du Rhône est un exemple assez symptomatique de ce vers quoi on est en train d'aller actuellement, c'est-à-dire ce sentiment, une forme d'illusion que le Rhône fournira de l'eau en continu et pourra continuer à alimenter par cargo, comme ça a été le cas il y a quelques mois, la ville de Barcelone, pourra continuer à alimenter l'intégralité du pourtour méditerranéen sur le plan agricole, notamment au niveau de la viticulture, qui jusque-là n'était absolument pas dépendante en eau, parce qu'une vigne n'est en général pas irriguée, sauf que actuellement, avec les sécheresses que l'on a pu vivre entre 2020 et 2025, on voit qu'on a une tendance généralisée à aller vers de l'irrigation des vignes. Donc on les rend feignantes, on les rend beaucoup plus faibles, mais surtout, eh bien, on a des nouveaux usages que l'on n'avait pas jusque-là. Et donc, si on descend jusque dans les Pyrénées-Orientales, on se rend bien compte que le Rhône est encore la solution qui viendra sauver les Pyrénées-Orientales d'une sécheresse marquée. Plus de 75% de nos nappes mondiales sont en voie d'extinction. Et donc, parfois dans des zones dans lesquelles vous avez 1 milliard de Chinois qui se nourrissent actuellement d'une riziculture uniquement par pompage dans les nappes. Qu'est-ce qu'on fera demain pour nourrir ce milliard de Chinois lorsque, d'ici 5 ans, on aura ces nappes qui vont se tarir? Où est-ce qu'ils vont récupérer leur bol alimentaire? Eh bien, en 1988, il y a une sécheresse majeure en Chine et la Chine a récupéré énormément de denrées, de céréales à l'échelle mondiale en important son blé et en important toutes les céréales, ce qui a permis à la population de ne pas se rendre compte qu'il y avait un risque potentiel de pénurie. Demain, est-ce que ce sera encore possible lorsque tous ces pays iront tous à l'échelle mondiale en train d'essayer de récupérer eux-mêmes leur stock et se retrouveront confrontés aux mêmes usages? Bien, voilà. Donc, je vous signale que cette interview que j'ai effectuée avec Emma Aziza a donné à peu près entre 20 et 30 minutes d'échange. Donc là, bon, bien évidemment, on vous en a présenté que 5 à 6 minutes. Et donc, la totalité de l'intervention d'Emma sera mise en ligne. Et donc, je vous invite à la regarder. Alors, donc, sans plus attendre, nous allons commencer les échanges avec nos intervenants. Et ma première question va s'adresser à Sébastien. Donc, le CEREMA est un des établissements publics et même l'établissement public de référence en matière d'adaptation au réchauffement climatique. Et la direction que tu diriges est, on peut le dire, le fer de lance de l'adaptation de nos territoires aux contraintes liées à l'eau et aux risques et les risques qui soient présents et ceux à venir. Alors, Emma Aziza, là, alors on ne l'a pas gardé dans l'extrait, mais à un moment donné, dans la vidéo que vous verrez peut-être tous et toutes, eh bien, dit que la France a à peu près 20 années d'avance sur, j'allais dire, les autres pays en matière de gestion de l'eau. Alors,
Sébastien, est-ce que selon toi, l'arsenal des textes de loi, les dispositions, l'organisation de l'eau en France, nous permet, j'allais dire, d'anticiper, je ne vais pas dire sereinement, mais en tout cas, est-ce qu'on a les moyens de pouvoir réagir à ces stress hydriques, inondations, submersions dans les années à venir, compte tenu de notre organisation ? Alors, bonjour à tous, ceux qui sont présents ici ce matin de bonne heure et ceux qui sont en ligne. Et puis, merci à la Société d'encouragement pour l'invitation, puis pour les lieux qui sont vraiment agréables. Alors, peut-être avant de répondre à la question, juste un mot quand même pour compléter peut-être ce qu'a dit Emma, qui a beaucoup parlé de la question de la ressource en eau et du phénomène eau. Pourquoi ça nous touche autant les questions du changement climatique ? C'est parce que le changement climatique, d'abord, effectivement, il touche l'eau directement, elle l'a évoqué, mais elle touche aussi la santé, l'économie, les énergies, et que finalement, l'eau étant à la base de beaucoup de choses, sur l'énergie, l'économie, les territoires, il y a une sorte d'effet cascade en fait. Les conséquences sur l'eau, elles s'ajoutent aux conséquences que le climat a déjà sur la santé, l'agriculture. Donc je voulais quand même revenir là-dessus parce que c'est aussi un sujet de complication. Voilà, donc je voulais quand même faire ce petit passage, on pourra le développer. Alors sur la question, est-ce qu'on a 20 ans d'avance, j'ai peut-être pas l'expérience d'abord à l'international qu'a Emma, donc j'aurais peut-être du mal à objectiver ça complètement. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que, il me semble que la question telle qu'on doit se la poser, c'est est-ce qu'on est en rendez-vous des défis aujourd'hui, quoi, en fait. C'est ça, oui. Je ne sais pas s'il y a une compétition internationale là-dessus. Alors, effectivement, j'ai une anti-sèche pour pas vous dire d'ânerie, mais il y a un arsenal important législatif, réglementaire sur l'eau, au sens général, parce que la manière dont on appréhende les questions d'eau au CEREMA, j'ai l'honneur de piloter tout ça, c'est la qualité de l'eau, la qualité intrinsèque de l'eau, la qualité des milieux aquatiques, et puis les questions de trop d'eau et pas assez d'eau. Et si on veut aborder les choses de manière adaptée et éviter de se mal adapter, c'est-à-dire travailler sur un aspect et puis finalement créer des dommages collatéraux négatifs de l'autre côté, il faut qu'on approche la chose de manière globale. Et effectivement, on a un arsenal réglementaire législatif qui est très développé. Depuis la loi sur les bassins en 64, la loi sur l'eau ou les lois sur l'eau de 92-2006. On a aussi tout un arsenal sur les inondations, on a aussi tout un arsenal dont la loi Barnier, on a tout un arsenal sur le littoral. Cet arsenal, il s'est quand même complété par un certain nombre de directives européennes. Et je pense que pour la situation de la France, c'est quand même absolument à prendre en compte. La directive cadre sur l'eau, les différentes directives sur les eaux résiduaires, la directive nitrate, la directive sur les inondations, peut-être une future directive sur le littoral. Donc aujourd'hui, voilà, on a un arsenal extrêmement important. On voit par exemple par rapport aux directives européennes qu'on a quand même des difficultés à atteindre les objectifs qui nous sont alloués, malgré les énormes progrès qui ont été faits sur la qualité de l'eau, sur les milieux. Mais si on regarde quelques chiffres, on peut quand même que constater que depuis les années 80, on a fermé 14 000 captages. C'est la réalité. Qu'on a quand même 19 millions de Français qui habitent en zone inondable. C'est la réalité. Que les dégâts face aux inondations, selon les éléments prospectifs, devraient augmenter de 40% d'ici 2050. Effectivement, sur le littoral, les études qu'on a conduites montrent que sous l'effet combiné de l'élévation du niveau de la mer et du recul du trait de côte, on a 450 000 logements qui seront les pieds dans l'eau, plus de 300 stations d'épuration, un certain nombre d'équipements publics. Donc oui, le paysage, on a peut-être un arsenal important, mais aujourd'hui, les défis restent quand même immenses. Je pense que c'est quand même le sujet. La chance que l'on a, et on pourra peut-être le développer, c'est que sur ces sujets, il y a déjà des acquis extrêmement importants, des progrès extrêmement importants et une mobilisation qui est extrêmement importante. On pourra y revenir peut-être tout à l'heure dans la discussion, mais le sujet aujourd'hui, en tout cas, telle est la contribution qu'on souhaite apporter, c'est de décloisonner tout ça. On pourra peut-être revenir sur des angles, mais c'est le problème aujourd'hui, un peu le cloisonnement entre les différents secteurs de l'eau. Et la politique de l'eau, elle est éminemment transverse et elle vient intersecter la politique agricole, la politique industrielle, les politiques de santé. Donc il y a un enjeu de remettre tout ça en cohérence du point de vue des politiques publiques et surtout, localement,
le décliner parce que ces enjeux prennent des formes différentes et les solutions à apporter prennent des formes différentes dans la région de Perpignan ou ici en Île-de-France. Les problèmes ne sont pas strictement les mêmes et les solutions donc sont à adapter localement. Voilà, on pourra le développer si tu veux. Mais... Oui, un peu pour poursuivre. Donc, on a des commandes du ministère, notamment de la transition écologique. On est en lien avec les collectivités territoriales, qui sont d'ailleurs, pour une partie d'entre elles, adhérentes directement au CEREMA. Donc, on a plus de 1000 collectivités qui sont adhérentes à notre établissement. Quelles sont la nature des demandes, à la fois de l'État, des collectivités? Qu'est-ce qui remonte vers toi concernant justement ces besoins, ces anticipations, des problèmes d'eau dont on imagine qu'ils commencent à en mesurer l'étendue. Ça, on y reviendra. Alors, qu'est-ce qui remonte? D'abord, de plus en plus de choses, si je peux le dire comme ça. Notre ADN au CEREMA, c'est l'aménagement du territoire et l'adaptation au changement climatique. Et je pense que ce qu'on apporte, c'est justement une approche intégrée de la question d'eau, en fait. Donc on ne vient pas nous chercher sur des questions très pointues d'assainissement, par exemple. Il y a des gens qui font ça bien mieux que nous. On vient nous chercher sur la protection des captages. Il y a des gens qui font ça bien mieux que nous. Mais ce pourquoi on vient nous chercher, c'est sur une approche intégrée et territoriale, soit au niveau national pour contribuer à la mise en place de programmes nationaux, soit aussi au niveau local. Alors, je voulais citer peut-être quelques exemples qui, je pense, illustrent cette démarche. Enfin, du côté de l'État, en ce moment, on nous a demandé de travailler sur la mise en œuvre de la directive eaux résiduaires urbaines 2, puisqu'on voit que le sujet, finalement, il est extrêmement... Enfin, il devient de plus en plus transverse, avec à la fois des questions d'assainissement et l'interaction avec la manière dont on a aménagé les territoires et la manière dont ces problèmes de pluie vont devenir, au travers du ruissellement, des problèmes de non-conformité de l'assainissement. Voilà, donc on décloisonne un peu les sujets, on vient nous chercher là-dessus. On vient nous chercher aussi pour finalement regarder la question de l'eau pour les territoires, non pas, comme on le fait beaucoup, sur finalement quelle est la ressource qui est disponible, mais quels sont les besoins d'un territoire et quels sont les besoins d'un territoire en fonction des stratégies d'aménagement qu'on va vouloir mettre en place. Voilà, on a travaillé avec le SGPE sur un outil qui s'appelle Strato pour voir comment objectiver les besoins. Et ça, c'est vraiment important de partir des besoins des territoires, quels qu'ils soient. Donc, 2 exemples pour l'État. Du côté des collectivités locales, ou en tout cas des territoires, je dirais, parce qu'on travaille beaucoup avec les collectivités locales. Je pense insuffisamment aujourd'hui avec les gestionnaires de patrimoine privé et l'ensemble des industriels qui ont un foncier gigantesque sur lequel il peut se faire énormément de choses. C'est un appel peut-être là. Ce sur quoi on vient nous chercher, c'est désimperméabiliser les sols. Comment faire? Comment prioriser? Quelle efficacité ça a en termes de réduction des impacts du ruissellement, mais aussi de réalimentation des nappes? Et puis beaucoup pour les collectivités sur la mise en œuvre de la compétence qui leur a été attribuée, qui s'appelle sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Parce que là aussi, on a des articulations entre des politiques plutôt liées au milieu aquatique, plutôt à la prévention des inondations. On vient nous chercher pour ça. Et puis peut-être 2 exemples aussi, parce qu'on travaille aussi avec les acteurs économiques. Comment est-ce qu'on peut objectiver, par exemple, la résilience des services d'eau et d'assainissement? Parce que c'est à la fois une question de ressources en eau, c'est aussi une question de gestion du patrimoine d'infrastructures qui permettent de potabiliser, transporter l'eau. Et finalement, ça renvoie aussi à des questions qui sont extrêmement territorialisées, puisque la résilience, elle est très liée finalement au territoire et à la manière dont on gère, dont on le gère de manière globale, en fait. Voilà quelques exemples sans vouloir être trop long. Bien, merci Sébastien. Alors, tu évoques beaucoup le mot territoire. Je pense que c'est d'ailleurs l'approche que porte le CEREMA. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure dans l'emboîtement des échelles territoriales, parce que, comme l'a dit Emma Ziza tout à l'heure, on voit bien que, par exemple, les Pyrénées-Orientales qui subissent des stress hydriques massifs depuis quelques années, ont une perfusion. C'est Domitia, donc, qui amène de l'eau de l'embouchure du Rhône jusque Carcassonne, je crois, actuellement, avec la volonté de doubler cette perfusion.
mais on n'est pas du tout sûr que l'été, dans quelques décennies, eh bien, il y a encore beaucoup d'eau qui arrive en sortie de Rhône. Mais ça, on l'abordera un peu plus tard, mais c'était juste pour réagir par rapport à ce que tu disais sur l'approche territoriale du CEREMA. Alors, du coup, je vais me tourner vers les deux autres intervenants, mais Sébastien, tu peux toi-même encore réagir, bien évidemment. Est-ce que vous avez le sentiment que la société française prend, dans son ensemble, et puis bien sûr leurs décideurs, qu'ils soient publics ou privés, prennent la pleine mesure de ce qui commence à arriver et de ce qui pourrait nous arriver? Est-ce que le retour de vos commanditaires, de vos interlocuteurs, montre que voilà, il y a une prise de conscience réelle, ou est-ce qu'on est encore dans le flottement, si je puis dire, en parlant de l'eau? Peut-être sur le programme Territoire d'industrie, nous, on sent quand même une vraie prise de conscience du sujet, à la fois dans les plans d'action des territoires d'industrie, donc qui sont directement définis par les collectivités et par les industriels, mais aussi nous dans nos outils qu'on met en place avec le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Aménagement du Territoire, où finalement, depuis 1 an et demi, nos outils de financement sont conditionnés à des sujets de transition écologique, à une amélioration des process. Les sujets eau reviennent souvent justement dans l'instruction de ces dossiers. Donc, on est passé, par exemple, aux années 2020-2021 à un plan de relance qui visait à recréer massivement de l'emploi industriel, à, depuis 2023, des outils financiers qui sont beaucoup plus exigeants sur ces sujets de transition écologique. Et on le voit également au niveau des territoires eux-mêmes, dans leur stratégie. Je pense que le sujet eau était très ponctuel dans les premiers territoires d'industrie quand ils ont été mis en place en 2018. C'était abordé vraiment, je pense, à la marge. Aujourd'hui, on a quasiment une moitié des territoires d'industrie qui abordent le sujet eau dans leur plan d'action. Alors, avec des niveaux de maturité variés, certains vraiment commencent seulement à aborder le sujet, d'autres sont déjà plus avancés. Mais on a quand même une prise de conscience générale des territoires d'industrie. Très bien. De toute façon, on y reviendra sur justement tout ce qui concerne la réindustrialisation de la France et les actions que vous engagez en particulier. Alors, Géraldine, et puis alors je dis quand même aussi à Bénédicte, qui est en duplex, de ne pas non plus hésiter après à intervenir. Ton point de vue? Alors, de manière plus générale, on peut constater une réduction des consommations d'eau en France depuis la sécheresse 2022, ce qui traduit vraiment une prise de conscience. C'était estimé par la FNCCR et la FP2E à 3% de réduction de consommation en 2023 par rapport à l'année précédente, donc c'est assez tangible. On voit aussi que les agences de l'eau sont de plus en plus saisies par les industriels pour des études, des diagnostics de sobriété. Depuis quelques années, donc ça c'est également très tangible. Concernant les acteurs bancaires, cette année, c'est important de le dire, on a l'autorité bancaire européenne a imposé une prise en compte dans les politiques des institutions financières d'identifier, mesurer, gérer les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, et notamment la vulnérabilité aux aléas, sécheresse, inondations. Et on constate que la place bancaire se saisit de ce sujet et commence à mettre en place des politiques dédiées, notamment à la sécheresse. Très bien. Moi, quand même, j'ai le sentiment que... Alors, il y a un dessin là où on voit quelqu'un qui tombe d'un immeuble de 50 étages, là, et puis il se dit pour le moment, tout va bien. Mais bon, effectivement, tant qu'on est dans l'air, tout va bien, mais c'est l'atterrissage qui devient compliqué. Donc, il y a une prise de conscience, mais vraiment, est-ce qu'on est vraiment à la hauteur des enjeux? Alors, peut-être, Bénédicte, si vous êtes en ligne, si vous voulez dire quelque chose. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Désolée du petit décalage à l'arrivée. Alors, c'est compliqué pour nous, SOR, en fait, de répondre à cette question, parce que c'est sûr que c'est notre quotidien, les enjeux de l'eau, et quand même les collectivités qui ont la compétence eau et assainissement aujourd'hui, eau potable et assainissement, sont quand même extrêmement conscientes du sujet. Après, ça vient s'inscrire dans une perspective économique que tout le monde connaît et des priorités à gérer différentes pour les collectivités.
Donc ça, c'est pour la partie collectivité, vraiment, j'ai envie de dire, qui ont la compétence eau et assainissement, qui sont pleinement, je pense, conscientes des enjeux. Après, je pense que ce que vous dites sur l'atterrissage, on en reparlera plus tard sur les sujets financement, sur les sujets réglementaires aussi. Effectivement, on n'y est peut-être pas. Et peut-être vous dire que moi-même, j'ai été parlementaire de 2017 à 2022. Et bien aujourd'hui, en fait, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 5 ans? Parce que en 2017, j'avais pas conscience en fait de ces enjeux. Et d'ailleurs, même en tant que parlementaire qui ai beaucoup travaillé sur les sujets de transition écologique, c'est pas un sujet sur lequel je me suis 100% investie. Donc on voit que quand même, c'est un sujet, oui, qui monte en puissance, mais c'est vrai qu'il monte en puissance peut-être pas assez vite qu'il serait indispensable de le faire. Bien, très bien. Bah, écoutez, là, donc, cette première phase de nos échanges, c'était un peu de planter le décor. Je propose qu'on commence à entrer un peu plus dans le dur. Notamment, on va aborder la question, on l'a évoqué très rapidement avec Jean-Baptiste, la question de la réindustrialisation de la France et de nos objectifs et moyens à mettre en œuvre. Alors, comme vous le savez probablement tous et toutes, vous avez vu que le président de la République a annoncé son souhait que la France se réindustrialise après une longue période de désindustrialisation dans une mondialisation ouverte où on a plutôt laissé, notamment de manière un peu caricaturale dans mon propos, à la Chine le soin d'être l'industrie du monde. Là, pour des enjeux de souveraineté notamment, mais aussi de questions d'atténuation liées aux gaz à effet de serre, et probablement, on y reviendra tout à l'heure, sur la question de l'eau, eh bien, on va relocaliser tout un tas d'activités. Mais d'ailleurs, avec Géraldine, nous avions eu une table ronde il y a un moment donné où j'avais posé la question, c'est est-ce que nos territoires auront-ils l'eau de nos ambitions industrielles? Alors, ma question va aller à Jean-Baptiste. J'ai vu que vous aviez, d'ailleurs, avec la Banque des Territoires, des programmes communs. Alors, les industriels, on l'a un peu dit, on commence à prendre conscience. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et puis, j'ai vu aussi que vous aviez un objectif de 183 territoires labellisés sur 2023-2027. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Tout à fait, on a 183 territoires qui sont donc labellisés depuis la fin de l'année 2023 sur le programme Territoire d'Industrie. Il y avait avant ces 183 territoires un peu moins de 150 qui avaient été accompagnés entre 2018 et 2023. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on a vu vraiment dans les nouveaux plans d'action l'arrivée des sujets eau de manière assez massive. On a 70 territoires d'industrie qui ont une action eau dans leur plan d'action territoire d'industrie, donc dans le plan défini directement par le territoire lui-même. Et ce qui est probablement nouveau, c'est la dimension collective de ces actions. Puisque sur l'industrie, je pense que l'industrie est finalement plutôt bon élève en la matière, puisque en termes de trajectoire de consommation d'eau, l'industrie consomme de moins en moins d'eau au fil des décennies, au fil des années. Entre les années 90 et aujourd'hui, on est à moins 45% en matière de prélèvement. Donc, on ne part pas de zéro sur le sujet consommation d'eau dans l'industrie. Les industriels ont l'habitude d'optimiser leurs procédés industriels. L'eau en fait partie. Alors, il y a évidemment des marges de progrès importantes, mais on va dire que d'un point de vue individuel, les industriels avaient déjà commencé à travailler sur le sujet. Ce qui est probablement nouveau là, depuis 2-3 ans, et justement avec les épisodes des sécheresses, c'est la dimension plus collective, où on a des collectivités qui viennent mettre en place des démarches de cartographie, qui viennent sensibiliser davantage d'industriels. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, ce sujet, il dépend très fortement des territoires, à la fois de leurs ressources en eau et de leurs filières et secteurs industriels. Si on reprend les chiffres aussi pour relativiser, hein, l'industrie, c'est alors en fonction de si on regarde les prélèvements ou la consommation, c'est 7% ou 4%, c'est 7% des prélèvements d'eau et 4% de la consommation d'eau. Donc c'est moins que son poids relatif dans l'économie. Si on prend l'industrie manufacturière, on est à 10% du PIB. Donc, de manière générale, le problème ne va pas se poser dans tous les territoires d'industrie, mais il va être particulièrement compliqué dans des territoires où on a des filières fortement consommatrices, filière chimie,
filière agroalimentaire, filière papeterie par exemple, où là on peut avoir des sujets ponctuels beaucoup plus forts, et dans des territoires où on a des conflits d'usage avec d'autres secteurs économiques. Je pense notamment à l'agriculture et au tourisme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ces territoires où on a de très forts conflits d'usage, l'industrie peut être une solution. Si le territoire fait le choix d'aller sur des secteurs industriels qui ne sont pas les secteurs les plus consommateurs d'eau, c'est aussi une manière de moins consommer d'eau. Vous avez cité à plusieurs reprises le cas des Pyrénées-Orientales. Oui. Les Pyrénées-Orientales n'étaient pas territoire d'industrie avant 2023. Ils ont fait le choix de rejoindre le programme en 2023 pour diversifier l'économie de leur territoire. Avec une économie qui est beaucoup plus orientée vers le tourisme chez eux, vers l'agriculture également, des secteurs où la sécheresse impose des contraintes importantes et où l'industrie peut être une perspective de développement pour continuer à créer de la valeur ajoutée en consommant moins d'eau. Alors après, il reste bien sûr des cas particuliers avec par exemple de grands investissements industriels dans certaines régions qui se heurtent à des conflits d'usage de l'eau. On a déjà eu des territoires d'industrie qui ont dû refuser des projets de certains secteurs puisqu'ils n'avaient pas la ressource en eau nécessaire. Mais après, c'est vraiment un choix finalement de stratégie locale de développement. On ne peut pas mettre n'importe quel type d'industrie dans n'importe quel type de territoire. Absolument. Ça, c'est valable pour l'eau, mais c'est valable également finalement pour les autres ressources. Par exemple, en termes d'électricité, on a le même constat. On ne peut pas avoir n'importe quel type d'industrie sur n'importe quel type de territoire. Donc c'est vraiment une affaire d'anticipation. On a aussi beaucoup de leviers, comme vous l'avez cité tout à l'heure, qui sont disponibles pour les entreprises industrielles. Et l'enjeu, c'est vraiment de les diffuser auprès de tous les acteurs avec plusieurs niveaux d'approche. Il y a déjà une priorisation à faire sur les plus gros consommateurs d'eau. Et donc là, depuis 2023, il y a un plan eau qui cible une cinquantaine de grands consommateurs industriels avec l'objectif de diminuer leur trajectoire de consommation en eau. Et ensuite, l'enjeu, c'est aussi de sensibiliser tous les acteurs industriels, puisque c'est finalement en sommant toutes les petites économies qu'on arrivera à améliorer significativement la situation. Et là, sur le programme Territoire d'industrie, on mobilise vraiment notre offre d'animation et d'ingénierie. On a des chefs de projet dans chacun des 183 des territoires d'industrie qui font le lien entre le monde de l'administration, les collectivités et les industriels, qui sont en lien avec les différents opérateurs pour aider à diffuser leur offre, donc l'offre par exemple de la Banque des Territoires, offre des agences de l'eau, offre des différents acteurs qui peuvent accompagner les industriels. Et nous, notre enjeu sur le programme Territoire d'industrie, c'est justement de désiloter en quelque sorte l'action publique, puisque beaucoup d'acteurs sont capables d'aider les industriels sur différentes thématiques. C'est souvent justement la méconnaissance des outils est le principal frein pour mettre en place de nouvelles actions, puisque souvent les outils existent. Et nous, notre objectif, voilà, c'est de mettre du lien au niveau local avec nos outils d'ingénierie et d'animation pour faciliter tout ça. Très bien. Tu as parlé d'anticipation. Alors, j'imagine que la Banque des Territoires et plus largement le réseau Caisse des dépôts, forcément dans des investissements de long terme qu'elle réalise pour le compte de l'État, des collectivités, d'entreprises, etc. Cette question des anticipations des menaces à venir, et notamment liées à l'eau, qui est notre sujet de ce jour, on voit bien que c'est une nécessité, parce que vous n'allez pas engager des financements conséquents dans des territoires dont on n'a pas une grande certitude sur un accès constante à une eau, et on a évoqué la notion de conflit d'usage. Et donc, comment la Caisse arbitre tout ça, et comment ça se passe vis-à-vis de tes interlocuteurs ? Alors peut-être avant de répondre à cette question de l'anticipation et de la planification, j'aimerais revenir quelques minutes sur la gestion courante actuelle. Aujourd'hui, on voit parfois des images un peu violentes dans l'actualité sur des conflits d'usage. Il faut rappeler quand même qu'on a un cadre de gestion, de priorisation des usages de l'eau qui existe. On a des zones de répartition des eaux qui sont fixées par l'administration, qui correspondent aux zones où on a un déficit quantitatif
entre besoin et disponibilité, entre usage et disponibilité de la ressource, et que sur ces territoires, le préfet définit des quotas de prélèvement. Donc voilà, c'est pas le Far West. Aujourd'hui, en France, on a quand même un cadre solide de partage de la ressource sur les territoires en tension. Et donc, c'est la question du maintenant, et il y a la question de comment on prévient dans le futur l'étalement sur le territoire de ces zones en tension. C'est celui de la programmation. Et donc, comme je vous le disais, les institutions financières ont maintenant le devoir d'intégrer ce risque de tension, de manque de disponibilité de la ressource, comme celui d'autres aléas climatiques dans leur politique d'attribution de financement. Et donc à la Caisse des dépôts, même c'est plus large que la Banque des territoires, a été mis en place un outil d'évaluation des risques climatiques qui estime les risques physiques, la vulnérabilité aux inondations, au rétrégonflement d'argile, voilà, 9 aléas climatiques, y compris la sécheresse, et qui est surtout en fait un outil de dialogue. On ne va pas déserter les territoires les plus à risque ou qui sont déjà en forte tension hydrique, évidemment. Donc c'est un outil de dialogue avec nos partenaires, nos clients, pour les sensibiliser, les amener à mieux prendre en compte ces risques dans le développement de leurs projets. Très bien. Donc là, de toute façon, vous avez un certain nombre d'outils de dialogue avec les parties prenantes. Le CEREMA en a également. Alors, peut-être, Sébastien, je sens que tu veux réagir, et Bénédicte pourra le faire également, à ce qui vient d'être dit. Oui, prolongement. Je voulais aller totalement dans le sens, j'ai biffé le mot ZRE que j'avais mis sur ma liste pour aller totalement dans le sens de ce qui vient d'être dit. La question, effectivement, c'est pas le Forest, il y a à la fois un certain nombre d'outils comme les ZRE, mais aussi des outils de dialogue en fait, territoriaux, au travers de schémas d'aménagement de gestion des eaux, c'est pour de répartition des eaux, c'est ce qui a été expliqué tout à l'heure. Mais il y a aussi un certain nombre d'outils de dialogue en fait, territoriaux, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les programmes territorialisés de gestion de l'eau. Parce que le sujet, c'est pas tant... Enfin, il y a un risque qui est le conflit, mais la solution, c'est comment on organise un partage juste et éclairé de la ressource en fonction des besoins réels. Et aujourd'hui, le défi, c'est effectivement de bien prendre en compte les efforts qui ont été faits ou qui sont faits par certains, et les efforts aussi qui restent à faire par d'autres, et c'est vrai, moi je rejoins aussi tout à fait ce qui a été dit sur les acteurs industriels et économiques qui ont fait beaucoup d'efforts sur les aspects quantitatifs, mais aussi sur les aspects qualitatifs. Il y a des efforts importants qui ont été faits. D'autres acteurs économiques doivent aussi faire ces mêmes efforts pour pouvoir prétendre à des volumes d'eau optimisés. Voilà. Je pense que c'est un enjeu aussi, sans citer explicitement l'agriculture, mais il y a quand même cet enjeu. Il faut se le dire ici si on veut aller de l'avant. Et puis il y a aussi un enjeu quand même d'utiliser la bonne eau pour les bons usages. Voilà. Aujourd'hui, on a un recours extrêmement important finalement à des eaux d'extrêmement bonne qualité, souvent potables pour tout un tas d'usages. Voilà, il y a un mouvement qui s'est engagé en Europe, à l'étranger et en France aussi, pour, par exemple, avoir plus recours aux eaux dites non conventionnelles. C'est aussi des solutions, on va dire, d'optimisation de l'utilisation de la ressource en eau pour avoir la qualité idéale pour l'usage idéal. Je pense que c'est aussi là-dessus, la France a peut-être un petit peu de retard, mais elle l'a rattrapé ou est sur le point de le rattraper. Donc ça, je voulais aussi rajouter ça, qu'il y a des solutions aussi dans le partage et dans la bonne utilisation pour ceux qui ont fait l'effort. Voilà, et pas toujours de l'eau potable, d'autres ressources en eau. Bénédicte, concernant justement l'utilisation efficiente de l'eau, j'imagine que la SOR est elle-même très engagée. Ouais, et peut-être j'aimerais réagir sur ce sujet d'adaptation au changement climatique et d'analyse et d'évaluation. En fait, la plupart des grosses entreprises aujourd'hui sont soumises et doivent faire des analyses d'exposition et de vulnérabilité.
Alors, la CSRD, la taxonomie, même si elles sont un peu suspendues ces derniers temps, nous invitait à s'engager dans ce type d'exercice. SOR est engagé dans ce type d'exercice, même si d'ailleurs on n'est pas propriétaire de nos usines d'eau potable et d'assainissement. On mène une très grande analyse sur nos milliers de sites et leur situation d'exposition et de vulnérabilité. Ce que je remarque en travaillant sur ce sujet, c'est peut-être le manque de précision de ces outils, notamment sur ce sujet eau. C'est d'ailleurs pourquoi SOR en fait a développé et continue à développer des outils de précision. On a une filiale qui s'appelle Imagéo, qui essaye, on parle beaucoup de territoire ici et je pense que c'est très important de faire la différence entre les enjeux climat, le carbone, et bien finalement qu'on les mette en France ou en Chine, ça a le même impact d'un point de vue des impacts des émissions de CO2 globales mondiales. C'est pas du tout la même chose. Le sujet de l'eau est extrêmement local. Et sur ce sujet d'adaptation au changement climatique et de l'adéquation des outils aux besoins, je pense il faut qu'on aille plus loin. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, à travers notre filiale Imagéo, qui est à l'origine du site, on le sait assez peu, mais du site InfoSécheresse qui a été mise à disposition de l'État français, qui permettent à l'échelle d'un territoire de visualiser et d'anticiper la disponibilité de la ressource. Et le deuxième point qui me marque, c'est la démultiplication des outils. Les assureurs ont leurs outils, on voit que les pouvoirs publics, vous venez de le partager, ont leurs outils, les entreprises privées utilisent leurs outils. C'est un peu la question qui se pose, c'est comment on passe de ce développement individuel à des usages collectifs et comment peut-être on exploite mieux les outils publics qui existent et comment on renforce nos partenariats publics-privés, parce que finalement, c'est beaucoup d'argent qu'on met sur la table et peut-être de l'argent qu'on pourrait utiliser à vraiment mettre en action la préservation de la ressource. Géraldine, je crois que tu voulais compléter. Merci Bénédicte de ces propos. Effectivement, je pense, avant de te passer la parole, je pense qu'effectivement, il y a vraiment énormément de méthodologies, d'outils qui sont mis en place, déployés. Bon, au CERAMA, on en a un certain nombre. D'ailleurs, tu as cité Strato, qui est un outil de dialogue, entre autres, des parties prenantes sur les trajectoires eau. Mais là, il y a sûrement un gros travail à faire pour rassembler tout ça. Géraldine, tu voulais dire un mot, et puis après, nous passerons au sujet un peu suivant. Je t'en prie. Je vais rebondir directement, ouais, bien sûr. Parce que sur la question de la multiplication des outils, c'est vrai qu'en France, on a énormément de données en open data sur l'eau, mais qui sont éparpillées sur différentes plateformes. Et donc, on avait, à la Banque des Territoires, on voyait un enjeu vraiment à proposer une plateforme ergonomique qui rassemble des données simples et compréhensibles par les personnes qui sont un peu loin de l'écosystème eau, et notamment nos élus qui doivent prendre des décisions importantes en termes d'aménagement en lien avec ces risques. Et d'où le lancement il y a quelques semaines d'AquaRepère, qui est complémentaire d'outils plus sophistiqués à usage économique de pilotage industriel. C'est vraiment un outil de vulgarisation et qui peut aussi aider les industriels dans leur choix d'implantation. Je rappelle qu'à la Banque des Territoires, on est très impliqué aux côtés de la NCT sur l'aménagement pour la réindustrialisation des territoires et qu'on a mis à disposition une autre plateforme qui s'appelle Foncier Plus, qui permet d'identifier le foncier disponible dans une logique de réduction de l'artificialisation et donc aussi de désimperméabilisation quelque part, et d'atténuation du risque inondation des territoires. Et qu'en combinant finalement cette plateforme Foncier Plus et cette autre plateforme AquaRepère qui permet d'identifier les risques de disponibilité de la ressource d'inondation, on a là une combinaison d'outils qui peut contribuer à la réflexion d'implantation d'activités industrielles, que ce soit du côté des décideurs publics ou des industriels. Très bien. Là, je vous propose qu'on aborde un autre sujet avec Bénédicte. Bénédicte, là c'est plutôt à la fois du part de vos fonctions actuelles, mais aussi de vos mandats électifs précédents. Donc vous étiez député de l'Allier. Et donc, je voulais avoir votre point de vue sur comment convaincre les élus, nos citoyens, les acteurs économiques, etc.,
de vraiment faire des efforts aujourd'hui pour ne pas insulter l'avenir dans le contexte, j'allais dire, à la fois des contraintes budgétaires et dans lesquelles les uns et les autres sont vraiment embarqués. La question aussi de la compétitivité, c'est un sujet, parce que là, on voulait aborder aussi les enjeux socio-économiques de la transition ou des territoires. On voit bien qu'il y a une inégalité quand même entre territoires. Il y a des territoires qui auront la chance d'avoir encore de l'eau, où les industries, les acteurs, enfin, il y aura moins de conflits d'usage et donc moins de nécessité de mener des investissements lourds d'adaptation. Par contre, ceux qui seront en grande difficulté devront faire une débauche d'investissements supplémentaires. Donc, on a cette pression budgétaire, les contraintes financières. On a cette question de la compétitivité des territoires. Et donc, votre expérience en particulier de député, comment vous voyez tout ça ? Est-ce que vous pensez qu'on peut tendre vers une forme de justice environnementale dans la répartition de l'eau ? Très belle question, pas sûr d'y répondre en 5 minutes, mais peut-être qu'est-ce qu'il faut faire pour mobiliser les élus, les citoyens, en fait toutes les parties prenantes. Je pense que déjà il y a un premier point qui est arrêter de culpabiliser les gens. Moi je suis entre guillemets la génération de députés qui a dû gérer la crise des gilets jaunes. J'étais pourtant extrêmement convaincus par la taxe carbone, mais on a vu que la façon dont on prenait le sujet et la façon dont il a été présenté et porté par nous-mêmes, je prends ma part de responsabilité, il a peut-être pas été du tout présenté de la façon dont on aurait dû le faire, en présentant une vision d'avenir. On prend souvent les sujets les uns après les autres, et en fait, il faut vraiment une vision holistique sur cette transition écologique, et c'est ce qu'il faut faire sur le carbone, c'est ce qu'il faut faire sur l'eau, et arrêter de déculpabiliser et vraiment trouver des outils qui permettent d'engager les gens via les divertissements, via les jeux, etc. C'est ce qu'on fait chez SOR quand on travaille avec les collectivités territoriales. On travaille entre guillemets sur ce qu'on appelle la gamification. On travaille avec les acteurs locaux, les acteurs du tourisme, comment je les engage dans des nouveaux parcours, par exemple de balades en bateau, etc., tout en sensibilisant les gens au sujet de l'eau et de la ressource en eau. Je pense qu'il faut qu'on sorte un petit peu de nos zones de confort et qu'on soit un peu innovant de la façon dont on aborde le sujet de l'eau, parce qu'il a été pris en charge par les pouvoirs publics. Il y a eu les assises de l'eau, le Varenne de l'eau, etc. Donc c'est pas un sujet de les politiques s'en foutent. Au contraire, ils sont extrêmement, à mon avis, engagés sur le sujet. Maintenant, je pense que c'est plutôt la façon dont on l'aborde. Et peut-être un point que je veux partager avec vous quand j'ai travaillé sur la taxe carbone, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte en travaillant sur le sujet sur mon territoire, c'est qu'on n'engageait pas assez d'autres disciplines. Et je me souviens avoir invité une chercheuse en psychologie sociale du CNRS à venir parler de cette thématique-là avec nous sur mon territoire. Et on se rend compte que y a des choses à utiliser en fait dans ces sciences sociales-là, peut-être pour mobiliser les gens. Et donc, il faut vraiment qu'on mette toutes les compétences autour de la table pour engager vraiment, et donc arrêter d'utiliser plutôt la culpabilisation, que ce soit des élus d'ailleurs, ou des citoyens, pour engager sur ce sujet-là. Sur le sujet de la compétitivité des entreprises, des territoires, c'est clair que de toute façon, le changement climatique, avec tous les aléas climatiques qui suivent, qu'on a déjà évoqués ici, sécheresse, inondations, etc., vont profondément modifier de toute façon les profils de nos territoires. Ça c'est une évidence. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? On a parlé de concertation, de mettre les gens autour de la table. La démocratie locale de l'eau, elle existe déjà, mais je pense qu'il faut vraiment la réinvestir. Il faut que les usagers la réinvestissent. Ceux qui doivent faire partie des commissions locales doivent la réinvestir pour vraiment dialoguer ensemble, et aussi pareil, avoir une vision pour son territoire, pas à 2 ou 3 ans, mais se dire dans ce territoire-là, quelle doit être l'économie de demain, et comment je fais en sorte que cette économie soit compétitive avec plus ou moins d'eau, parce qu'on l'a évoqué au départ. Il ne s'agit pas uniquement, on ne va pas être dans une situation où il y aura que des sécheresses. Il y a des situations dans lesquelles on va devoir gérer des crises de trop d'eau et d'inondation. Donc c'est vraiment se mettre autour de la table, désiloter. On l'a dit sur le secteur de l'eau dans sa globalité, c'est vraiment mettre les entreprises et toutes les parties prenantes autour de la table pour envisager un territoire horizon 2030
Vous êtes, Gilles, vous-même en charge de la prospective. On voit beaucoup se développer en fait dans les entreprises ce sujet-là. C'est comment j'envisage, et dans les territoires, mon territoire à 2030-2050, pour réfléchir dès aujourd'hui à la transition en fait de mon économie territoriale et de ma propre économie en tant qu'entreprise. SOR, si je prends juste notre exemple, nous-mêmes, on doit se projeter dans l'avenir. On est sur un business model aujourd'hui où en fait notre chiffre d'affaires il est fait sur le fait de vendre plus de volume d'eau, ce qui est complètement totalement en décalage par notre propre message qui est finalement la sobriété. Mais on voit bien qu'on est dans cette période de transition où des expérimentations existent sur des contrats de performance, sur des tarifications incitatives. Néanmoins, on se rend bien compte aussi que c'est pas suffisant. Donc, on est nous-mêmes en fait dans cette période de transition pour se projeter sur ces nouveaux modèles économiques, ces nouveaux modèles d'affaires, pour être dans un monde qui va être celui de 2030-2050 avec moins d'eau, plus de sécheresse, etc. Donc, il faut réfléchir aux nouveaux services qu'on va pouvoir apporter. Et ça, c'est SOR, mais j'ai envie de dire, c'est l'ensemble de la communauté économique qui aujourd'hui se pose ces questions de comment je transforme mon business model, comment je propose de nouvelles solutions, qui sont des solutions positives pour l'environnement. Et là, on rejoint d'ailleurs le sujet du coup croissance-décroissance. Nous, on ne se positionne pas du tout sur ce débat-là. Il y a des secteurs économiques qui vont devoir croître, d'autres qui vont devoir décroître parce qu'ils ne sont pas essentiels. Mais clairement, il va falloir apporter de nouvelles solutions pour faire face à cette transition écologique. Et pour conclure sur le sujet de l'argent, on sait qu'on est dans un État, moi-même j'étais en charge des intérêts de la dette de l'État. J'ai pas de solution magique et j'ai pas de proposition magique à faire parce que de toute façon, ce sujet-là, c'est un sujet d'arbitrage. On voit que certains défendent les règles d'or tout en défendant une forte transition écologique. Je vois pas exactement comment tout ça fonctionne aujourd'hui. Par contre, ce que je sais, notamment sur le secteur de l'eau, c'est qu'on manque profondément d'investissements pour rénover les réseaux. On a des kilomètres et des kilomètres de réseaux à rénover. Et qu'il faut trouver un modèle partenariat public-privé, et notamment avec le monde de l'investissement, qui fonctionne. Or, aujourd'hui, je me suis retrouvée récemment dans une table ronde avec justement le secteur bancaire qui dit « on a de l'argent, mais on n'a pas les projets ». Et je leur dis, je ne comprends pas parce que nous, on a les projets et on sait où il faut mettre l'argent. Et en fait, la vraie question, c'est qui porte le risque, comment on dérisque ces investissements. C'est ça la vraie question à se poser. Et là aussi, c'est toujours pareil. Il faut se mettre autour de la table et il faut partager les contraintes de chacun pour trouver une solution. Et là, ça devient urgent, mais on voit que quand même ça bouge. Et je vois le monde financier extrêmement intéressé quand même à travailler et accompagner sur ces thématiques-là. Alors, est-ce que vous souhaitez réagir au propos de Bénédicte ou... Et alors, sur l'absence de projet, alors, à la différence de l'énergie, il n'y a pas de modèle économique sur les économies d'eau. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est le... Tout à fait. Ce qui explique le fait qu'il n'y ait pas de projet en soi, mais il y a un enjeu de prendre en compte le vrai coût global de l'eau, qui n'est pas juste le prix au mètre cube, mais la facture qu'on paye pour sa consommation, mais aussi le prix induit par ces usages de l'eau et notamment des procédés industriels en énergie, en réactifs, le prix de la sécurité de la continuité de l'activité aussi. Voilà, et il y a un cheminement à faire de la part des différents acteurs pour bien intégrer ces différentes composantes du prix de l'eau pour accélérer le passage à l'action. Sébastien ? Oui, peut-être deux choses. La première, c'est pour aller tout à fait dans le sens de ce que disait Madame Perrol sur le fait qu'il ne faut pas culpabiliser. Il y a beaucoup d'envie de faire, et il y a aussi beaucoup d'initiatives, et c'est extrêmement important. C'est un peu notre rôle aussi de les capitaliser, de les montrer, de les donner à voir. Parce que moi, ce que je constate, en tout cas plutôt du côté des collectivités locales avec lesquelles on travaille, c'est qu'il y a globalement une envie d'y aller. Il y a parfois quand même un manque de connaissances pour pouvoir se lancer. Alors modestement, voilà, on y contribue, et je rejoins tout à fait le fait qu'il y a certainement beaucoup d'initiatives publiques, privées à mettre en place pour développer des outils, des bases de connaissances, les partager.
Il y a des exemples autour, par exemple, des questions d'assurance. On n'a pas trop évoqué l'assurance jusqu'à présent, mais voilà, où va se mettre en place un observatoire de l'assurabilité. Nous, on a fait l'offre de mettre toutes les connaissances qu'on a sur les inondations, la submersion, le recul du trait de côte dans cet observatoire pour pas qu'on recrée de la donnée. Ça, c'est important. Et puis, il y a besoin aussi, en tout cas du côté des collectivités, je pense aussi besoin d'ingénierie, quoi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait le premier kilomètre pour se lancer dans la bonne direction. Et ensuite, il y a effectivement une offre privée d'ingénierie, d'accompagnement des collectivités, des acteurs qui pourra prendre le relais. Mais moi, je sens aussi qu'il y a une envie d'y aller. Il y a quand même besoin de pouvoir se lancer. Et sur le sujet de la compétitivité, effectivement, il y a la question de l'eau, mais il me semble que sur la compétitivité, il y a tout un tas d'autres questions, notamment les questions des compétences pour faire. Voilà. Et moi, je trouve qu'il y a quand même un mouvement dans les organismes de formation, dans ce que veulent les jeunes générations quand on les embauche, voilà, de travailler beaucoup plus sur ces sujets-là, de développer donc des formations complètement intégrées, peut-être un peu différentes de ce qui étaient les formations dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'industrie, par rapport à ce qu'elles étaient il y a quelques années. Et puis, il y a un potentiel d'innovation. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais qui est extrêmement important. Et les entreprises sont aussi habituées à innover, parce que faire des économies d'eau, c'est aussi un investissement parfois qui est productif. Et peut-être pour terminer, parce qu'on a beaucoup travaillé, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais sur l'adaptation au changement climatique des ports, par exemple, face à l'élévation du niveau de la mer. C'est sûr que si on parle, nous, techniciens de l'eau ou des inondations, dans des unités qui parlent aux acteurs économiques, voilà, l'élévation du niveau de la mer, ça se compte aussi en jours d'immobilisation d'un port. Et on va vite se rendre compte qu'investir, c'est aussi réduire ces immobilisations, et donc plutôt que de subir, finalement faire un investissement qui d'une certaine manière devient productif. On a aussi besoin de faire cet effort de parler le même langage, c'est pour ça que cette table est aussi intéressante, que les acteurs économiques. Voilà, les mondes de l'ingénierie de l'eau ont un peu cette barrière aujourd'hui, je trouve, et il faut qu'on la franchisse en parlant dans les mêmes unités de compte aussi. Oui, Jean-Baptiste. Non, mais je rebondis sur les deux propos précédents. Effectivement, on part du même constat, qu'il n'y a pas un manque de financement. C'est l'origine de notre programme eau Aquagir à la Banque des Territoires, c'est qu'il y a un besoin d'accompagner les acteurs, en ce qui nous concerne beaucoup les collectivités, dans leur passage à l'action. D'où la création de cette plateforme aquagir.fr sur laquelle on partage du contenu de sensibilisation, des bonnes pratiques, des solutions via une marketplace. Voilà, donc on vous rejoint évidemment. Notre offre de financement en ingénierie, en crédit d'ingénierie, en investissement en fonds propres, en prêt à long terme pour les collectivités est là, et on voit qu'il y a depuis 2022, nos encours, nos engagements progressent très fortement, et ce qui traduit une prise de conscience et une accélération du passage à l'action. Mais effectivement, nos principaux efforts ces dernières années étaient vraiment sur cette dimension, accompagner le passage à l'action. Merci. Et Gilles, si je peux me permettre de réagir, oui, parce que oui, ça suscite toujours chez moi quand on parle effectivement de ces appels à projets, là, et en fait la plus grande difficulté, alors que moi j'ai vécu en tant qu'élu, et vous évoquez, j'étais députée de l'Allier, donc l'Allier territoire extrêmement rural. SOR aujourd'hui est également une entreprise dont le portefeuille de collectivités est quand même composé très fortement de collectivités rurales. Et en fait, souvent, l'accès à ces dispositifs, ce qui manque, c'est vraiment, la flexibilité et la mise à niveau aussi de ce qu'est capable de faire une collectivité rurale avec moins de services techniques. Et ça vraiment, je pense qu'il faut vraiment qu'on y travaille collectivement, parce que oui, il y a, encore une fois, il y a des dispositifs, il y a de l'accompagnement, mais le plus souvent, voilà, la NCT a fait beaucoup, etc., mais c'est pas suffisant, et on voit toujours que la péréquation territoriale, elle est possible, mais elle n'est toujours pas une réalité aujourd'hui. De ce fait-là, de toujours la difficulté des collectivités rurales à pouvoir accéder à ces financements, parce que les compétences, effectivement, peut-être techniques, elles sont pas là, parce que les ressources humaines sont pas là, et les moyens de ces collectivités-là sont pas là. Donc, il faut vraiment qu'on fasse un gros travail quand même sur ce sujet-là, parce qu'on n'y est toujours pas, et c'est vous le savez tous, on est quand même sur un mécanisme aussi de l'eau paye l'eau.
Dans les territoires ruraux, il y a beaucoup de linéaires de réseau. C'est là où il y a souvent le plus besoin aussi en investissement et c'est là où il y a le moins d'argent. Donc vraiment, il faut que si on veut collectivement aussi réussir, il faut vraiment qu'on investisse encore plus ce sujet-là. Je ne dis pas que ça n'a pas été le cas, mais je dis qu'il faut encore aller plus loin. Peut-être juste sur l'ingénierie, je pense que là, justement, c'est le principe même de l'existence de la NCT ou même des outils d'ingénierie de la Banque des Territoires, du CEREMA, qui ont été mis en place justement ces dernières années. Je rejoins tout à fait vos propos justement sur le fait de devoir aller plus loin, puisque nous-mêmes, par exemple, sur les enjeux industriels, on voit bien qu'il y a encore beaucoup à faire dans les territoires ruraux et dans les territoires de villes moyennes où il y a un vrai déficit d'ingénierie. Et peut-être juste pour rebondir sur ce qui a été dit, sur les sujets de compétitivité, de comment associer les acteurs et comment dézoomer sur d'autres enjeux. Nous, il y a un format qui marche assez bien dans les territoires d'industrie, c'est les démarches d'écologie industrielle territoriale, sur lesquelles on a des territoires qui sont exemplaires depuis plusieurs années. Je pense notamment aux territoires portuaires, mais qui sont en train de se diffuser quand même assez massivement. On a beaucoup de collectivités qui sont très intéressées par ces démarches, qui sont également soutenues par l'ADEME par ailleurs, et qui permettent vraiment d'embarquer tout le monde sur les différents flux. Donc la question de l'eau peut être abordée, mais la question de l'énergie peut également l'être, des questions d'échange, d'économie circulaire peuvent également être regardées. Et ce qui est intéressant dans ces démarches, c'est qu'on part du besoin direct des entreprises industrielles. Ces démarches, elles existent quand justement on a des industriels qui ont des marges d'optimisation et qui voient un intérêt direct de faire des économies sur certaines ressources ou de renforcer l'attractivité d'une plateforme industrielle en proposant plus de services. Et là, ça permet de mettre tout le monde autour de la table, pas justement sur des arguments de culpabilité, mais bien sur l'amélioration de l'offre globale du territoire. Très bien. Alors, avant de passer la parole à la salle, donc pensez aux questions que vous avez envie de poser aux intervenants. Je voudrais... Je voulais juste rebondir rapidement sur les petites collectivités rurales. On a deux dispositifs qui sont particulièrement intéressants et dont j'aimerais rappeler l'existence. On a un dispositif qui s'appelle Territoire Conseil, qui est une hotline sur les sujets juridiques et financiers que peuvent utiliser les petites collectivités. Et sur des sujets plus techniques liés à l'eau, il y a aussi une hotline sur la plateforme aquagir.fr. Voilà, donc c'est qui permet d'aiguiller, de répondre aux questions des collectivités qui sont les plus démunies face à leurs problématiques en lien avec l'eau. Très bien. Alors, tout à l'heure, Emma Aziza, à la fin de son propos, a évoqué les problèmes de la Chine qui, effectivement, du fait du siphonnage de nappes phréatiques et autres, va probablement est en train de réinterroger son modèle économique. En fait, ils exportent l'euro à travers leur industrie. Je pense par exemple à la fast fashion avec Chine, etc. Il y a énormément d'eau dans nos vêtements. Il y a l'eau cachée puisqu'il faut faire pousser le coton. Il y a enfin, à toutes les étapes, il y a de l'eau. Et donc, on voit bien que on risque de changer la mondialisation. Ça, c'est de la pure prospective que j'évoque là. Mais moi, j'ai le sentiment que la mondialisation telle qu'elle est, où on s'échange tout, va être maintenant vue notamment par le prisme. On l'a vu par le prisme du carbone, mais on va le voir encore plus avec le prisme de l'eau. Et j'ai l'impression que là, en France, on n'a pas encore pris la mesure de ça. Je fais référence, par exemple, à France Stratégie, qui a sorti un rapport à la demande d'Elisabeth Borne sur l'état de la demande en eau à horizon 2050. Et en fait, on n'a pas intégré le fait que probablement une partie, notamment il va falloir que notre agriculture soit plus productive, parce qu'on voit bien que, par exemple, je pense au Maroc, qui va arrêter ce qu'on appelle le concept d'eau virtuelle, en fait. Le Maroc achetait des céréales et il vendait des tomates et des pastèques à forte valeur ajoutée, et son bilan global, l'eau économisée en important et l'eau qu'elle exportait, était positif. Et là, ils ont décidé, parce qu'ils ont tellement de problèmes d'eau, de réduire la voilure sur les pastèques, etc. Et donc, on va peut-être être obligé d'avoir une agriculture plus productive avec moins d'échanges internationaux au détriment des autres usages. Alors, est-ce que là, il y a des réflexions qui vous viennent? Alors, je sais bien que on termine là-dessus, donc on peut faire très court puisqu'il faudrait que la salle s'exprime, mais est-ce que vous avez un avis sur cette question?
ou est-ce que ça vous laisse pantois? Je pense qu'on peut rappeler que notre empreinte eau, la part des importations dans notre empreinte eau est significative. Ouais. Ça pose la question de notre responsabilité environnementale vis-à-vis des populations qui sont impactées à l'étranger. Et effectivement, de la réimplantation de manière sobre d'un certain nombre d'activités industrielles. Une solution qu'on peut esquisser, c'est de mieux appréhender la disponibilité de l'eau dans sa temporalité. Il faut rappeler que les sécheresses, ce sont des phénomènes essentiellement saisonniers en France. Et j'en profite aussi, ça je voulais le faire, c'est important. On a une priorité des usages qui est définie en France. L'eau potable est prioritaire, mais la préservation des milieux, c'est aussi prioritaire. Et après, le reste, le partage de ce qui reste, entre guillemets, entre les acteurs économiques peut faire l'objet de conflits d'usage. Et là, on doit faire en sorte que nos industriels se saisissent mieux des institutions locales que sont les commissions locales de l'eau pour faire valoir aussi leurs intérêts face aux autres acteurs économiques qui sont très présents dans ces commissions. Et ça, c'est sur de la programmation pluriannuelle, dans le cas d'élaboration des schémas d'aménagement de gestion des eaux. Et après, il y a aussi le quotidien, la gestion courante, comment concilier différents usages en respectant, en maximisant le respect des milieux naturels. Pour moi, il faut aller vers une gestion dynamique de la ressource basée sur des données en temps réel autant que faire se peut. Là, on a des solutions qui existent. Il y a beaucoup de recherches grâce à France 2030 qui a été financée sur le sujet. Aujourd'hui, on a des acteurs qui proposent comme la société Aquasis des plateformes de suivi de la ressource en eau avec du prévisionnel à court terme qui permet de définir des niveaux de prélèvement qui préservent la qualité des milieux et les enjeux des écosystèmes qui ne sont pas linéaires, qui varient en fonction de l'année. Et donc des solutions existent pour appréhender de manière plus temporelle et plus fine ces questions de répartition de bons niveaux de prélèvement de la ressource en eau. Et une petite image quand même que je voudrais rappeler par rapport à cette question de la temporalité. Moi, j'ai appris récemment que plus de la moitié des rivières dans le monde étaient intermittentes. Donc ça montre bien que cette définition du débit objectif d'étiage d'un niveau de débit minimum des rivières dans beaucoup d'écosystèmes pose question et qu'il faut réinterroger cette notion qui, d'un point de vue réglementaire, aujourd'hui, est à la base du système. Très bien. Écoutez, je vous propose que l'on aborde, là on a une vingtaine de minutes, les questions de la salle. Alors il y avait monsieur là-bas qui avait... Enfin, on a... Oui, bien sûr. Par contre, comme c'est enregistré, on a du public qui est en ligne. Je suis entre autres choses professeur associé à Dauphine, mais j'étais avant le directeur financier international de Renault. Donc la question d'eau, je voudrais la regarder comme vous, Gilles, ou comme Emma l'a soulevée. Je pense que la question de l'eau, c'est une question d'une ressource rare qui est aussi stratégique que les métaux rares ou les minerais stratégiques. Donc je pense qu'au niveau de l'information de l'ensemble de la population, il y a un retard d'information qui est excessivement grave. Cette question est une question qui aujourd'hui suscite des guerres. Vous n'oubliez pas la guerre en Éthiopie, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, puisque la guerre en Ukraine, c'est les céréales et l'eau à côté des problèmes autres qui sont des problèmes historiques plus ou moins fantasmagoriques. Mais le vrai sujet, c'est la bouffe. Et il est clair que Gilles l'a dit avec beaucoup de fermeté, l'un des problèmes, c'est l'arbitrage. Et compte tenu de nos perspectives climatiques, il est clair qu'un arbitrage en faveur d'une agriculture différente dans notre partie est absolument déterminante. Il est clair qu'on ne va pas pouvoir relocaliser n'importe quel type d'industrie.
J'ai beaucoup travaillé dans les implantations de Renault à l'international. J'ai même, je ne vais pas faire raconter ma vie, mais je suis allé dans une quarantaine de pays travailler. Mais quand je reviens en France, je vois un pays avec un climat tempéré qui va se dégrader, mais des terres agricoles dont la qualité n'est peut-être pas la qualité ukrainienne. Mais comme Gilles l'a dit avec beaucoup de justesse, l'Espagne, le Maroc, c'est maintenant terminé pour une grande partie des cultures maraîchères. Or, nous avons, nous, avec le Bas-Rhône, une zone excessivement intéressante, qu'on a appelée autrefois Bas-Rhône-Languedoc. Tous ces programmes sont des programmes qui permettent des irrigations de terres très fertiles. Et dans l'organisation mondiale qui va changer, comme vous l'avez dit, puisque maintenant, nous sommes dans des unités en silos où chaque pays impérialiste veut contrôler une ressource rare, nous avons probablement la chance d'avoir une ressource rare qui est l'eau. Parfait, très, très bonne remarque. Alors, il y avait monsieur, je crois qu'il y avait monsieur et monsieur. Et après, je laisserai le soin aux intervenants de compléter le propos. Félix Gicuat, directeur financier et chef de projet informatique chez Orange. J'ai 2 questions à vous poser. Quelles sont les approches permettant à prévenir les conflits liés à l'eau? Bien que peu de conflits aient dégénéré, la plupart aient éclaté dans les zones au détriment de la violence généralisée et la plupart des conflits auraient pu devenir. De ce fait, ils peuvent avoir des conséquences sanitaires désastreuses pour les individus et la population. Comment envisager de prévenir? Deuxième question. Récemment, avez-vous développé des solutions informatiques avec des outils plus performants pour gérer les ressources en eau et anticiper les risques liés climatiques en faisant évoluer et optimiser les performances, les algorithmes et les API, notamment tels que les logiciels pour les collectivités, et exploiter les données avec IA à l'aide de capteurs plus potentiels? Alors, ce sera le sujet de la dernière matinale, d'ailleurs, hein, spécifiquement, mais on y répondra. Alors, il y avait, je ne sais plus, alors c'était monsieur, parce que dans l'ordre de ce que j'ai vu, après, il y avait monsieur et monsieur pour finir. Bon, bonjour à tous. Alors, donc, je suis Fabrice. Oui. Question courte. Bien sûr, oui, tout à fait. On a encore 15 minutes, mais... Donc bonjour à tous, je suis Fabrice Desron, DRH dans l'industrie depuis 25 ans, passionné de l'industrie, et aujourd'hui consultant RH pour l'industrie. Ma question va rejoindre l'excellente première intervention de monsieur. C'est un sujet d'actualité puisque hier soir sur France 5, un expert est intervenu sur le sujet et sa conclusion, je voulais vous l'apporter, vous poser une question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'eau n'est pas considérée comme une commodité au sens du marché des commodités, au même titre que le gaz ou le pétrole, et donc n'a pas accès à un marché mondial avec une économie, des tarifs. Voilà. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que pour l'eau, et le sujet de l'eau, est-ce que c'est un atout parce que ça doit être considéré comme un service public d'une certaine façon, ou est-ce que c'est un frein parce que le fait de ne pas être une commodité ne lui permet pas d'avoir des investissements suffisants? C'est la première question. Et la deuxième, ça rejoint exactement ce que le premier intervenant sur le sujet de l'agriculture, puisque on en a très peu parlé aujourd'hui, mais un chiffre frappant qui a été donné hier, c'est que 25% de la consommation d'eau en France annuellement est uniquement, exclusivement dédiée à la culture du maïs. Même pas à l'agriculture, mais juste la culture du maïs. Donc voilà, est-ce que c'est un sujet tabou aujourd'hui? Et donc l'alimentation, effectivement. Est-ce que c'est un sujet tabou ou pourquoi est-ce qu'on en parle peu? On parle plus de l'industrie ici parce qu'on est aussi à la société et que c'est notre objet. Ouais. Mais voilà mes 2 remarques qui rejoignent exactement la première. Bon, là notre public a des questions très, très pertinentes et merci encore, monsieur. Oui, bonjour. Allez-y, mettez-le près de la bouche, ça marche. Ouais. On vous entend. Bonjour. Moi, j'avais béatement 2 questions. L'une, je ne sais pas ce que c'est un territoire dans le cadre de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et 2, je ne sais pas ce que c'est qu'un territoire dans la banque des territoires. J'aurais voulu, si on pouvait m'expliquer, quelle est la différence et qui, surtout, puisque vous parliez d'échanges entre les territoires et vous, qui est à la tête de ces territoires pour échanger avec vous? Est-ce que c'est la collectivité locale? Est-ce que c'est le MEDEF? Est-ce que c'est la FNCA? Voilà, c'est le genre de questions que j'aurais voulu avoir. Et deuxième question, on a parlé d'un grand succès d'avoir 3% de moins en consommation l'année dernière.
alors qu'on sait que les pertes, les derniers chiffres dues aux fuites, est de 26%. Comment on fait? Qui décide? Est-ce que c'est les territoires? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est Macron? Je ne sais pas. Pour qu'on s'attaque réellement à ce vrai problème de fuite. Juste pour dire que c'est un problème que je connais depuis pas mal de temps. J'ai travaillé à l'Lyonnaise des Eaux il y a une quarantaine d'années et c'est encore pire. Merci. Bien, voilà, je Pardon, crois que... juste pour dire, José Encinas, Cobati, commission prospective. Très bien. Alors, il y a vraiment madame, peut-être. Ah oui, non, mais monsieur, allez-y, puisque vous étiez avant, alors, madame. Je vais être et rapide. puis, on s'arrêtera là, parce qu'après, voilà. Ou alors faites des questions très courtes. Hein. Oui, oui. Ou des remarques. On dit que, vous dites qu'il n'y a pas de modèle économique pour, par exemple, préparer les fuites, les 26% de fuites, etc. Est-ce que quelqu'un a calculé à combien devrait être le prix de l'eau pour qu'il y ait un modèle économique qui permette de le faire? En fait, c'est une question toute bête. C'est la même question que s'est posée les gens qui ont créé C'est qui le patron, hein. Ouais, on dit, ça serait quoi le prix, combien il faut rajouter au litre de lait pour que les gens vivent décemment de leur métier? Personne n'avait fait le calcul. Quand il l'a fait, c'était 6 centimes. Ils ont fait un lait à 6 centimes de plus et c'est le plus gros succès d'une marque agroalimentaire depuis 30 ans. Ils vendent plus de briques de lait que l'équivalent chez Lactel. Donc voilà. Donc ma question, c'est est-ce que quelqu'un a fait ce calcul? Alors peut-être qu'après il est exorbitant et qu'il n'y a pas de modèle économique possible, mais déjà, voilà. Absolument. Madame, après monsieur, oui, en version bonjour. en question bonjour courte à tous également, et à toutes. Pour faire écho à l'intervention de mon voisin, en quoi effectivement la reconnaissance de l'eau comme bien commun, comme ressource rare, va impacter in fine la reconfiguration des chaînes de valeur. Donc c'est effectivement ce dont vous parliez tout à l'heure, hein, sur l'eau virtuelle, l'empreinte eau, juste un chiffre, hein, un bon kilo de chocolat, c'est 15 000 litres d'eau. C'est affreux. Non, je culpabilise maintenant, je prenais tout aussi, carré. hein. Mais in fine, ça pose quand même cette question-là de la reconfiguration des chaînes de valeur, oui, et donc du changement économique derrière. Et donc en fait, deuxième chose, l'impact sur les indicateurs de performance, dont on voit aujourd'hui qu'ils sont fortement, on va dire, percutés par la transition écologique et sociale. Et pour terminer, deux lectures, La fin de l'eau de Simon Porchet, excellent bouquin, et la question de la performance à l'épreuve de la robustesse d'Olivier Hamon. Voilà. Merci pour ces références. Il y a monsieur et ensuite les conclusions de nos intervenants, enfin remarques et conclusions, vraiment très vite, puisqu'on pourra déborder de 5 minutes, hein, mais 5-10 minutes, mais pas plus. Alors, très court, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Je suis Jacques Pinget, j'accompagne un pôle universitaire d'innovation, notamment avec le CEREMA, à Cergy, dans le cadre de la création d'un technocampus sur l'eau, les enjeux de l'eau. Alors, on a des universitaires, on a des industriels et on a le CEREMA, une station d'assainissement. Et j'étais frappé par le sujet. On a de l'argent, mais on n'a pas les projets. En réalité, ce que j'observe à l'intérieur de ce technocampus, c'est qu'on a probablement les projets. On se dit tous qu'on a des projets, évidemment, on a de l'argent. Mais ce qu'on observe et ce qu'on est en train de faire, c'est que les projets, il faudrait peut-être le dire différemment. C'est pas tant qu'on n'a pas de projet, c'est qu'on n'a pas créé les projets ensemble. Et en créant les projets ensemble, et je le vois aujourd'hui entre les industriels, les académiques, les institutionnels, les stations d'assainissement, finalement, les projets sont problématisés ensemble. Et là, pour le coup, on est peut-être une voie d'adressage des banques ou en tout cas des financeurs. Bien. Donc on a quand même un gros paquet de questions autour effectivement de la valeur de l'eau dans une économie libérale globalisée qui, pour moi, mais ça c'est un point de vue très personnel, va se contracter de fait. D'ailleurs, on est en train de se démondialiser et la question de l'eau va accélérer cette démondialisation. Donc, si c'est une question. Et puis après, je n'ai pas tout retenu des questions, mais je vous laisse les uns et les autres réagir au regard des sensibilités des questions qui... Ouais, alors, Jean-Baptiste. Pour répondre à quelques questions, déjà sur la question des territoires, la définition de la NCT, mais je pense que c'est finalement la même pour tout le monde ici. Nous, quand on parle de territoire, notamment sur les sujets industriels, c'est le bassin d'emploi. Donc c'est à l'échelle d'une intercommunalité ou plusieurs intercommunalités réunies.
nous, voilà, on en a 183 au niveau national, donc ça va être une métropole ou plusieurs petites villes réunies ou un territoire rural au sens d'un bassin d'emploi. C'est à cette échelle-là, nous, qu'on travaille. Alors après, il y a différentes échelles sur la politique de l'eau, mais nous, c'est avec ces acteurs-là concrètement qu'on travaille. Et quand on parle d'un territoire d'industrie, c'est pas une structure créée de toutes pièces et qui vient s'ajouter au paysage, c'est les élus et les industriels. Et quand je dis les élus, c'est les élus notamment des intercommunalités qui ont justement des compétences en la matière et qui construisent leurs projets de territoire en intégrant les sujets industriels dans leur vision territoriale. Donc nous, c'est avec ces acteurs-là qu'on travaille. Et pour répondre à d'autres sujets, alors sur la méconnaissance des projets, nous, on le voit sur le programme, c'est pas du tout, malheureusement, un sujet spécifique à l'eau. Sur les autres projets de développement industriel, on se rend compte que les projets des industriels sont souvent méconnus, sont souvent dans les cartons des industriels, mais pas partagés avec les autres acteurs, comme vous le disiez. Et on a par exemple, nous, des formats d'intervention dans des territoires avec des gros enjeux de réindustrialisation. On a en moyenne un projet sur 2 porté par des industriels qui n'étaient connus d'aucun acteur public, que ce soit l'État, la région, les acteurs du développement économique local. On a 50% des projets qui ne sont pas connus, puisqu'ils ne sont pas justement identifiés dans des dynamiques collectives. Il n'y a pas eu forcément de prospection auprès des acteurs. Et ça, on le retrouve quelles que soient les problématiques, malheureusement. Et c'est pour ça que sur ces démarches liées à des ressources, généralement, la première étape à mettre en place, c'est la cartographie des projets. Et nous, dans nos territoires d'industrie, aujourd'hui, la grande majorité des actions en lien avec l'eau, c'est justement des sujets de diagnostic et de cartographie. Ceux qui sont plus matures vont sur des sujets d'optimisation, de partage, de mutualisation, des actions de réutilisation. Mais souvent, le premier sujet, c'est la connaissance et la cartographie. Et puis, je voulais également réagir sur vos 2 interventions. Je pense qu'un enjeu majeur sur nos sujets industriels, c'est finalement, comme vous le disiez, c'est la sensibilisation du consommateur. Ça rejoint également le sujet fast fashion qui était cité. Je pense que du côté de la puissance publique, on peut faire des choses, mais à la fin, de toute façon, c'est un sujet de consommation et de responsabilité du consommateur. Et donc, Totalement. On ne peut pas non plus tout faire. Donc, il y a un enjeu d'information, il y a un enjeu de sensibilisation, peut-être des formats à imaginer en la matière, comme on peut avoir par exemple des Nutri-Score sur justement la qualité des produits. On a peut-être d'autres indicateurs à mettre en place sur ces sujets-là pour sensibiliser le consommateur et faire en sorte aussi qu'il soit responsable du choix de ces chaînes de valeur. Très bien. Merci Géraldine. À la question du prix de l'eau, est-ce que l'eau peut être une commodité ? Alors, il faut rappeler que l'eau, c'est une ressource vitale dont on ne peut pas se passer, à la différence de l'électricité. C'est pas l'eau en soi qui a un prix, c'est son transport et son traitement. Et son transport et son traitement, ce sont des facteurs éminemment locaux qui sont très disparates et de fait ne réunissent pas les conditions pour en faire une communauté, sans parler des difficultés de transport sur des longues distances, etc. Donc voilà. Et rappeler peut-être aussi sur ces sujets économiques qu'on a une obligation pour les services d'eau potable et d'assainissement d'être à l'équilibre, que le prix rémunère le service avec de la péréquation entre grandes et petites collectivités, et que c'est dans ce cadre qu'on doit atteindre des objectifs de performance des réseaux qui se financent, qui s'amortissent sur des dizaines d'années, parfois 100 ans. Nous, on met à disposition des financements à très long terme pour permettre cet amortissement sur le temps long de l'accélération de la rénovation des réseaux. 20%, on a en moyenne 20% de fuite, il y a des pays qui font bien pire, je pense que c'est plutôt une bonne performance. Et après, si on augmente, on va vite tomber dans des problématiques chaque mètre cube économisé va coûter extrêmement cher à la collectivité, et on en revient à la problématique de l'accès à l'eau. C'est un bien fondamental, il faut que le prix reste raisonnable pour en garantir l'accès à toutes les populations. Donc voilà, Alors sur la question du vrai prix de l'eau, il y a quand même aujourd'hui un constat, c'est que néanmoins quand même l'eau devrait coûter un petit peu plus cher pour intégrer tous les investissements à venir d'adaptation.
Là, je peux vous renvoyer une étude du Cercle Redlo sur le sujet, qui est assez intéressant, puisqu'on a un peu de temps. Très bien. Sébastien. Oui, pour compléter peut-être deux et choses. Bénédicte aura le mot de la fin. Et puis, essayer de compléter sur les sujets qui n'ont pas été évoqués. Sur la question des conflits, je pense qu'on peut dire qu'il y a des conflits, mais qui sont plutôt des conflits froids, en fait, en France, notamment dans les zones de répartition des eaux, pour avoir même participé dans des fonctions précédentes à aider les préfets à faire leur choix. Après l'eau potable, moi je dirais qu'on a des conflits, mais qui sont plutôt des conflits froids, en fait. En tout cas pour le moment, parce qu'on réussit toujours à gérer, et on a des marges finalement aussi d'optimisation pour mieux utiliser l'eau disponible. Donc c'est pour l'instant, en tout cas en France, c'est plutôt des conflits froids, et y compris sur les questions transfrontalières, si je peux le dire comme ça. Voilà. Et puis sur la question des projets, je voulais revenir un tout petit peu, parce qu'il y avait une table ronde là, dans le cadre du NOC là, sur justement ces questions de financement de l'adaptation des territoires littoraux. On a traité les questions d'eau avec la Commission et avec la Banque européenne d'investissement. Le sujet, c'est pas tant les projets, mais c'est qu'on ait des projets qui soient bankable aussi, d'une certaine manière. Parce qu'aujourd'hui, on sait que si on investit dans la prévention, la sobriété, 1 euro investi, ça rapporte 5-6 euros jusqu'à 13, 14, 15 euros. En réalité, si on est sur des dispositifs collectifs, par exemple de prévention contre les inondations, la submersion marine. Donc la question, c'est quand même de faire le chaînage, puisqu'en général, c'est un investissement public et c'est des bénéfices privés. Et le sujet, il est là. Et les projets sont plutôt portés par des acteurs publics. D'où cette recherche aussi de subvention plutôt que de recherche d'investissement. Donc il y a quelque chose autour de ça, je pense, qui va devoir se décanter, puisqu'on voit que l'argent purement public, face aux investissements nécessaires, va pas être disponible sous un schéma de subvention. Donc je pense qu'il va y avoir très positivement, c'était un peu la conclusion de cette table ronde la semaine dernière. Et puis, peut-être un mot, mais on pourra en discuter en privé, monsieur, sur les sujets de données, d'algorithmie, de projets. On a développé, nous, un projet sur comment mieux évaluer les besoins en eau des territoires, parce qu'on n'a pas un compteur derrière chaque usage. Il y a un certain nombre de données qui sont un peu floues. Voilà, il y a un enjeu d'objectiver, finalement, par exemple, les besoins en eau des territoires, ce qu'on fait au travers de l'outil Strato que j'évoquais tout à l'heure, pour essayer, justement, de mieux utiliser les données dont on dispose pour avoir de la connaissance sur les besoins des territoires. Et là, effectivement, avec l'IA, il y a pas mal de perspectives extrêmement intéressantes qu'on pourra discuter après au café, si vous voulez. Très bien. Bénédicte, vous êtes encore avec nous? Est-ce que nous avons perdu Bénédicte? J'ai le sentiment que oui. Bien, écoutez, donc nous allons terminer à l'heure, avec 1 minute de retard, cette matinale. J'espère qu'elle vous a intéressé, et merci donc à nos différents intervenants. Je vous propose qu'on puisse les applaudir.